Je m'appelle Estelle. Je m'appelle Estelle. Okay. Tout ce qu'on a vécu, ça reste là-bas et au moins ça ne s'éteindra pas. Il y a un besoin de mémoire. Vous avez pénétré leur cœur, ça c'est gravé à tout jamais dans vos vies. Je pense pas que je réalise le projet qu'on a fait. It's absolutely right. Don't tell me it's impossible, let's do it. Première, 2 caméras, action. Je m'appelle Estelle Bagassien, j'ai 21 ans et officiellement, je peux le dire, depuis février 2024, je suis ambassadrice de la Flamme de la Liberté, Opération Mirror 2024. Je suis passée du statut d'étudiante en communication et en journalisme à 5 mois plus tard réaliser ce documentaire parce que on a vécu avec 33 autres ambassadeurs une opération mémorielle inédite, une première dans l'histoire, et c'est un dispositif qui diplomatiquement, géopolitiquement et surtout symboliquement a représenté beaucoup de choses et pourtant, peu d'entre vous sont au courant de ce qu'on a vécu. Alors aujourd'hui, on voulait vous le raconter. Bonjour Madame Siron, je me permets de vous contacter au sujet d'un projet en cours de construction pour 2024 qui peut vous concerner. Il s'agit d'un projet en lien étroit avec les autorités françaises qui consiste à prélever en mai 2024 la flamme de la nation pour l'acheminer via la Voie de la Liberté depuis Paris jusqu'aux États-Unis, destination le cimetière militaire d'Arlington en Virginie. 44 jeunes seront sélectionnés pour l'accompagner. Je souhaiterais rentrer en contact avec vous à ce sujet. Merci de votre retour. Bien à vous, Hervé Raca. C'est vrai qu'en fait, le projet ne pouvait se réaliser qu'avec le maximum de personnes, de volontaires, et le fait de rentrer en contact avec une autre association, le Comité de la Voie de la Liberté, permettait de construire ce projet quand même de grande ampleur, parce que seul, on va vite, mais à deux, à plusieurs, on va plus loin. Cette idée a été soumise à la présidente du Comité de la Voie de la Liberté, qui a tout de suite répondu favorablement. C'était un SMS qui est arrivé en milieu d'après-midi, je crois, et aussitôt je me suis dit, mais c'est incroyable. Et donc en tant que présidente du Comité de la Voie de la Liberté du Général Patton, il fallait que j'en parle aussi, bien évidemment, au bureau du comité. Ils ont tout de suite été emballés. J'ai repris contact avec Hervé, on s'est eu au téléphone, et puis on a décidé que ce serait à la mairie de Châteaubriand, parce que je suis aussi première adjointe de la mairie de Châteaubriand, qu'il y aurait le quartier général de l'organisation de cette opération. Dès le mois de juillet, on a créé notre comité de pilotage, qui au départ était constitué d'une dizaine de personnes, et progressivement s'est étoffé pour construire ce projet ensemble. Avec Hervé, on s'est eu très régulièrement au téléphone pour organiser eh bien, le départ de cette aventure extraordinaire. En résumé, le projet de la Flamme de la Liberté consiste à mener la flamme de la nation française prélevée sous l'Arc de Triomphe au Royaume-Uni, puis aux États-Unis, en remontant dans le sens inverse la voie de la liberté, empruntée par les soldats alliés il y a 80 ans, au moment du débarquement de Normandie. Le tout afin de remercier nos alliés et sans jamais voir la flamme s'éteindre, avec aux commandes de ce dispositif historique 2 associations de bénévoles et une équipe à construire et à convaincre. Quand tu as appris que le projet allait avoir lieu, quand tu as vu un peu la genèse du projet, qu'est-ce que tu en as pensé, un peu la première réaction? Quand il m'a fait part que ce projet-là allait en plus à l'étranger, je trouvais ça un peu fou. I thought, how can you really, is this generation really able to understand the depth and the sacrifice? I was doubtful that the commitment would be so strong, but upon meeting you and your colleagues, I knew that this was a miraculous moment, and truly a group had formed that can take a leading role in the memory work. C'était un double sentiment, à la fois vraiment d'enthousiasme et puis de dire comment on va arriver à mener ce beau projet jusqu'au bout. J'ai tout de suite compris qu'il y avait une dimension spectaculaire et phénoménale et qu'il fallait faire vivre ce projet. Ambitious,
but it was also a challenge. It was paying tribute to the flame, everything it represents, and giving it the respect that it deserves. Alors non seulement je me rappelle, mais en plus, avec le recul, je me dis qu'on était un peu inconscient. J'ai pas hésité à dire oui directement. Donc il m'appelle un jour, il me dit, écoute Christian, voilà, j'ai un projet qui commence à prendre forme pour gérer la partie logistique de cette opération. Hervé, pas de problème, on y va. À ce stade du projet, l'équipe de pilotage est donc composée des deux associations, l'association de la Voie de la Liberté et l'association du souvenir du général Leclerc de Hautecloque, maréchal de France. Et pour piloter la logistique, la mission a été confiée à l'association du Serment de Koufra. Il ne restait donc plus qu'à trouver ceux qui porteraient ce message de liberté et cette flamme de la nation française pendant 20 jours, les ambassadeurs. Quand on replonge il y a 80 ans, c'était des jeunes qui avaient votre âge, qui sont venus pour notre liberté. Que vous incarniez, vous, ces jeunes d'il y a 80 ans, c'était une évidence. Vous êtes les porteurs de la mémoire et de l'histoire, et c'est un très beau symbole parce que vous le porterez auprès des nouvelles générations. En fait, c'est vrai que pour candidater, on a tous vraiment été mis au courant de façon différente. Il y en a, ça a été par un article sur lequel ils sont tombés par hasard dans la presse, d'autres, ça a été du bouche à oreille, certains par les engagements qu'ils ont, que ce soit dans le sport, le service national universel, les pompiers, cadets de la défense ou autres. Et il y avait vraiment des critères très simples, la lettre de motivation, donc il fallait envoyer son CV, sa motivation. Fallait aussi l'âge, avoir entre 18 et 28 ans. C'est l'âge qu'avaient les soldats au moment du débarquement en Normandie. Donc symboliquement, c'était aussi un point d'ancrage qui était très important pour le dispositif. Surtout, il fallait faire partie d'un des 8 départements qui a été traversé en fait par la Voie de la Liberté au moment du débarquement de Normandie. Quand on avait toutes ces conditions et qu'on envoyait son mail, en vrai, on n'avait plus qu'à croiser les doigts. Et franchement, moi, je me rappelle que ça a été une attente qui était très, 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 très longue. Et ça y est, on est en février 2024 et on reçoit tous ce mail. Et pour te dire, je l'ai gardé parce qu'il est unique. On le reçoit le 8 février en 2024 quand même. Et ça dit « Madame Bagassian, nous avons le plaisir de vous annoncer que votre candidature a été retenue pour accompagner la flamme de la nation dans le cadre du projet mémoriel en cours de préparation Flamme de la Liberté, Opération Mirror 2024. Le comité de pilotage souhaite rencontrer tous les jeunes sélectionnés lors d'une réunion de présentation le 9 mars prochain au Sénat. Votre présence à cette rencontre est importante et marquera le début de votre engagement dans ce projet d'envergure. Boum. Tu reçois ça, moi je me rendais pas compte au moment où on l'a reçu. Et est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez reçu le mail qui disait que vous aviez été prise? Moi j'étais en permanence avec mes amis et je leur parlais déjà depuis plusieurs semaines que j'avais postulé, mais je pensais vraiment pas être prise. Et j'ai ouvert le mail et j'avais peur de lire le contenu parce que je me suis dit mince si c'est négatif et tout. Et on a tous crié dans la permanence, j'étais je vais aux États-Unis, je participe à la flamme. On l'a reçu quand même tôt par rapport à la date de départ le 8 mai. J'ai pas tilté sur le moment, genre c'était entre guillemets une aventure comme une autre. Et plus ce moment rapprochait jusqu'à Paris où là je me suis dit ah ouais là on démarre vraiment un truc qui va marcher. Ça faisait la journée entière, j'étais devant mon ordinateur à attendre les réponses. Ça fait plusieurs jours qu'on attendait ça. J'étais toute seule malheureusement, mais j'ai tout de suite appelé mes parents, mes amis, tout ça pour dire que voilà, on allait participer à quelque chose de dingue. J'étais au ski, dans la télécabine, en train de remonter. Je regarde mon téléphone et là, je vois le mail de la flamme. Trop content. Donc en plus, il n'y avait pas mes parents. Donc en rentrant du ski le soir, je leur ai dit, ils étaient trop contents aussi. À partir de février 2024 jusqu'en mai, il s'est passé énormément d'événements avant qu'on prenne la flamme de la nation. Le projet, il a été remanié plusieurs fois. Sur ce laps de temps, et ça, je pense que c'est important que les gens le comprennent parce que c'est la face immergée du projet. Nombre de fois, on s'est dit est-ce que finalement on va réussir ou pas? Parce qu'il y a une réalité financière derrière un projet d'envergure de cette taille. On parle de 34 jeunes à amener dans 3 pays sur 2 continents. Forcément, à un moment donné, pour 2 petites associations de bénévoles, il y a une réalité financière à laquelle on vient se heurter. Et ça a mis le projet dans des situations très complexes. Il a fallu faire des choix.
Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Toi, est-ce que des fois tu as douté à un moment donné de ta propre ambition par rapport à ce projet? J'ai douté plusieurs fois parce que c'était très difficile de faire passer le message. On rentrait dans une phase... On est dans une situation économique d'une part qui n'est pas forcément une des meilleures en France. D'autre part, ce projet nécessitait un moyen financier important. Il ne faut pas oublier qu'au départ, c'était 44 jeunes pour faire écho à 1944 qui devaient être sélectionnés complètement pour aller jusqu'à Arlington. Et 44 jeunes représentaient un budget entre 250 et 280 000 euros. On a commencé à faire des recherches de financement et là, on s'est rendu compte qu'on était bloqué. On ne pouvait pas faire ce projet de manière intégrale. Un doute qui est devenu une douleur aussi pour nous. On a construit dès le départ ce projet avec 44 jeunes, puis 34. C'était un projet pour tous. Et effectivement, à cause de ce problème financier, nous n'avons pas pu emmener l'ensemble de nos ambassadeurs et ambassadrices jusqu'aux États-Unis, mais nous les avons emmenés au moins jusqu'à la deuxième étape incluse, c'est-à-dire jusqu'au Royaume-Uni. Donc là, c'était ce doute financier pour nous est devenu une douleur humaine et affective. Après 4 mois de questionnement et d'engouement pour les ambassadeurs et plus d'1 an et demi de préparation pour le comité de pilotage, s'il y a bien une chose sur laquelle personne n'avait la main, c'est le temps. C'est donc à 14h30, le 8 mai 2024, devant l'école militaire de Paris, que la flamme de la liberté, Opération Mirror 2024, a officiellement démarré. C'est vrai que l'arrivée à l'école militaire, elle a quand même été assez folle, et surtout l'Arc de Triomphe après. 24 heures avant, est-ce que tu te rappelles dans quel état t'étais? Est-ce que tu y croyais? Est-ce que tu te sentais comment en fait? En fait, on est parti le mercredi 8 mai. Et lundi, mardi, j'étais en partiel, donc j'avais pas vraiment le temps d'y penser. Et en fait, le mardi soir, je me suis retrouvée devant mes valises et je me suis dit, ok, alors là, Alice, tu pars pour 20 jours, tu fais 3 pays, donc là, il faut s'organiser. Et en fait, c'était pas vraiment du stress, c'était plus de l'appréhension, parce que forcément, puis même si on s'était vu au Sénat et à Châteaubriand, on se connaissait pas plus que ça. Et en fait, on se dit, on part à l'autre bout du monde avec des inconnus, en fait. Et ça, c'était un peu stressant, mais ce qui m'a plus stressé, c'était d'oublier quelque chose dans mes valises. Moi, jusqu'à temps qu'on soit sous l'Arc de Triomphe, je savais pas trop vraiment comment ça allait se passer. J'avais du mal à me projeter. J'étais un peu stressée parce que c'était quand même impressionnant. J'avais quand même hâte de découvrir la première cérémonie. C'était aussi tellement sérieux parce que c'était un beau lieu et il y avait d'autres cérémonies en même temps que la nôtre. Et du coup, on voulait vraiment faire notre maximum, mais on n'avait pas encore les codes. Du coup, c'était beaucoup d'adrénaline et l'impression de pas savoir comment gérer. On était habillés en uniforme, donc c'était très beau. On était prêts, on avait envie que l'aventure commence. On était aussi un peu stressés, c'était quand même... on allait partir pour 1 mois. Je disais pas de stress, un petit peu quand même. On se dit on arrive sous l'Arc de Triomphe, on commence pas par le plus facile. Est-ce que tout le monde est chaud? Ouais! Attendez, est-ce que tout le monde est chaud? Ouais! La flamme entrait aussi dans notre vie pendant 22 jours. Cette flamme, c'était aussi une des ambassadrices de notre aventure. J'ai été vraiment sous l'Arc de Triomphe. On avait ce drapeau tricolore immense. Et là, j'avoue que ce que nous avions écrit sur un papier commençait à prendre vie à travers la flamme. Et c'est parti, le projet est lancé.
Quand on s'est vu, on s'est rencontrés la première fois, vous étiez une équipe et très vite, en même pas une journée, vous êtes devenu un équipage. Ce qui implique une forte implication de chacun dans le projet de porter la flamme et également une forte volonté de tous d'être en totale cohésion entre vous et en totale cohésion dans ce projet de porter la flamme. Ça a été pour moi intéressant de le vivre, intéressant aussi de l'accompagner et de le faire vivre. Nous, Serment de Koufra, nous avons été également impliqués dans la logistique et faire vivre un groupe, c'est quelque chose qui est intéressant et surtout ce groupe de jeunesse vous avez été vite demandeur d'informations, vite demandeur de vivre avec nous. C'est-à-dire que vous l'avez vécu, vous êtes montés dans nos véhicules d'époque, c'était une cohésion qui a été forte et on s'est retrouvés finalement tous dans la même équipe, enfin être un équipage soudé et prêt à aller de l'avant sur le parcours que nous avions, c'est le parcours en commun. Bah moi, quand je vous ai vu arriver, vous êtes sortis du car, vous étiez tous, comme on dit, groupés. C'était vraiment une discipline. J'ai pas compris, je dis, mais d'où ils viennent? Je vous ai vu à Paris, quand vous êtes tous arrivés avec vos petites valises, on montait dans les cars et tout ça. Et quand je vous ai vu descendre du car à Saint-Symphorien, j'ai dit, oula, tout a changé. Là, vous aviez votre rigueur, votre façon d'être. Je savais que ça allait être un moment très, très important pour tout le monde, pour les valeurs que vous représentez, pour les valeurs que l'on défend. On ne passait qu'une fois dans chaque ville, il fallait vraiment qu'on laisse une image implacable. On fait ça, nous, c'est un message de paix. Si on fait ça, 80 ans après, c'est pour pas que ça recommence. Et vu dans la conjoncture dans laquelle on est en ce moment, je pense que c'est un hyper beau message. On est là pour dire merci, en fait. Pour moi, le devoir de mémoire, c'est un espèce de flambeau qu'on transmet avec des messages forts qu'on doit donner à nos jeunes. Quand on replonge il y a 80 ans, c'était des jeunes qui avaient votre âge, qui sont venus pour notre liberté. Que vous incarniez, vous, ces jeunes d'il y a 80 ans, c'était une évidence. Et cette jeunesse, ce rôle de porteur de mémoire, nous, les 34 ambassadeurs, nous l'avons incarné et honoré dans le respect et l'humilité, mais surtout dans la joie et la bonne humeur, peu importe les conditions. Car oui, traverser la voie de la liberté sur près de 900 km et 18 cérémonies en 6 jours, ça rapproche, à commencer par l'apprentissage des hymnes nationaux. Pour revenir un peu sur les hymnes, il fallait les apprendre forcément, parce qu'il y avait donc l'hymne français donc, que tout le monde connaissait déjà, mais il y avait aussi l'hymne anglais et l'hymne américain, il fallait les faire tous ensemble. Donc dans le bus, on en profitait pour réviser avec un très beau chef d'orchestre nommé Antoine. Du coup, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir apprendre l'hymne américain. Donc on va le mettre sur la sono et on va devoir essayer de le chanter. Voilà, bon courage à tous. Effectivement, ce qui réunit les groupes et les hommes, c'est aussi le chant. Et le chant est un phare pour une nation. Et nous avons, c'est notre hymne. Et vous l'avez bien fait vivre, notre hymne, notre Marseillaise. Et également les hymnes de nos alliés, notamment l'hymne britannique ou américain. Nous avons appris à notre hymne, ce qui est l'hymne de la 2e DB, le chant de la 2e DB. Pourquoi? Nous appelons Serment de Koufra. Serment de Koufra, c'est un lieu historique et fondateur de la 2e DB, c'est-à-dire la première victoire en mars 41 sur un petit fortin dans un désert libyen. Le chant de la 2e DB, ça a été en fait le trait d'union et la cohésion de toute cette division blindée qui a libéré la France. Et ce chant est fort dans cette division. Vous aviez pleinement conscience, et là je pense dès les premières rencontres, que ce que nous faisions, c'était quelque chose de l'ordre du vivant, de l'humain, en hommage à ceux qui étaient tombés pour nous. Et ça a tout de suite effectivement mis des liens de solidarité entre vous, même s'il y a eu aussi beaucoup de moments de joie, de rigolade et de décompression. Et je crois que vous saviez pourquoi vous étiez là. Effectivement, la grande force de ce groupe s'est aussi créée au cours de moments de vie collective, pendant, mais surtout en dehors des cérémonies. Et cela, tout le monde est bien d'accord pour le dire. Dormir dans des gymnases à 50, être dans des douches communes, manger pas beaucoup, enfin je veux dire, en fait, on était tellement fatigués et on vivait tellement des trucs forts que je pense que ça nous a unis. Comment tu sais
c'est ça, toi, Théo? Parce que moi, j'ai fait une PMM, préparation militaire marine, et du coup, on a déjà essayé l'expérience de la ration. Notre petit réchaud pour pouvoir faire cuire notre petit menu, à savoir saucisson pistache et les quenelles sauce Aurore. Je sais même pas si ça se verra à la caméra, mais ça... Ah ouais, ça boue. Ça chauffe bien. Ça vit. Ah, ça brûle même là, pour prendre. On va découvrir les picots là. Comment on fait ou pas? Je me rappelle pas comment on vient de chez moi. Ah ouais? Normalement c'est bien. Je vais vous montrer un peu notre palace. Voilà, donc on dort là, voilà. Et là, il y a Carla. Super, coucou. Voilà, j'ai gagné. Un mot pour cette victoire. Je savais que j'allais gagner, donc pas surpris, pas étonné. Ok, d'accord. Solène, ça te fait quoi d'exploiter tes camarades? C'est incroyable. Vous dormez bien même avec les ronflements? Bah, moi personnellement, ça me dérange pas. Il y avait des petites envies de meurtre quand même. Carla. En fait, Carla ronflait beaucoup. non, Carla ronflait pas. Non, Carla n'aimait pas trop les ronfleurs. Pas beaucoup, pas du tout. La tolérance au bruit lorsque je dors est très très basse. Et il y a eu des ronflements, mais d'une puissance inimaginable. Honnêtement, je pensais pas que c'était possible. Et il y a une fois où j'ai essayé de secouer le lipico d'un motard. On s'est repris à 2 fois avec Cyprien, ça n'a rien changé. J'étais dépitée. Bah, je pense que le boss, il ronflait. Hein. Christian? Ah oui. Non, je pense que ça ronflait fort chez Christian. Un petit message là pour Christian, s'il te regarde par rapport aux nuits de sommeil que tu as mangé. Ah non, mais je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Moi, j'ai pas de nom donné. C'est le côté, si tu veux, collégial. Il y en a qui dorment tout de suite et l'autre pas tout de suite. Ah, c'est parfait. Bah, ça pique les matins. Pour moi, je pensais qu'il était pas 6 heures. Et nous, oui, totalement. Assez catastrophique, mais Oui. on est là. Hein. Et ronflement. Toi, c'est quoi la chose qui t'a le plus marqué? Bah moi, ça va peut-être paraître un peu... voilà, mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est les voyages en car qu'on fait entre chaque cérémonie. C'est là où l'atmosphère se détendait, on chantait les hymnes pour répéter, et c'était vraiment des moments hyper intéressants. On se connaissait pas. Et là, il y a Antoine qui est arrivé et qui s'est mis à danser. Donc du coup, bah forcément, ça rapproche. Venez danser. C'est dans cette ambiance que nous avons remonté la voie de la liberté, passant chacune des villes, des bornes et des villages, toujours sous la bonne escorte de l'Association des motards de Vendée et du Serment de Courfras. Car oui, rouler pendant 900 km à bord de Jeep et de Dodge de l'époque, ça marque tout un groupe. Il y a 10 ans maintenant, on a créé cette association, donc Serment de Courfras. Au départ, on était parti dans l'idée de faire de la reconstitution côté américain, avec les étoiles, bon. Et puis on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas que les Américains qui ont débarqué, il y avait aussi des Français, mais la grande majorité ont débarqué le 1er août avec le général Leclerc. En prenant le nom de Serment de Courfras, on est parti dans l'idée de mettre en avant la mémoire des gens de la 2e DB. Et on est parti, nous étions une dizaine, à peu près une dizaine de membres, de copains. Et puis 10 ans après, on se retourne et on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus, puisqu'on est le double. Et on a appris beaucoup avec eux parce qu'eux aussi nous ont apporté sur le contexte historique, sur les véhicules, etc. C'était un échange vraiment pendant tout le voyage avec eux, enfin, hormis le fait qu'on a fait beaucoup de tours en Jeep. C'était vraiment un échange intellectuel avec eux aussi et c'était très intéressant d'apprendre ce qu'ils faisaient dans leur association, de quel message ils laissaient passer aussi à travers leur asso, etc. Et à travers le projet aussi. Et je pense qu'ils ont été tout aussi fiers que nous de participer au projet et c'était vraiment une belle expérience de les avoir connus. Entendez-vous dans nos campagnes
Serment de Kufra, vraiment que de l'amour, tous. Je pense que l'aventure aurait été vraiment différente sans eux. C'était un peu nos parents. Tout au long de notre séjour en France surtout, ils étaient là, ça va, vous n'avez pas trop froid, vous êtes bien installés, vous avez de quoi manger, c'est suffisant. Enfin, c'était un peu nos parents. À la base, c'est quand même une passion qui me vient de mon père. Par définition, j'ai pris goût, je me suis fait piquer et puis j'ai aussi les mêmes valeurs que lui et que tous les autres dans l'assaut. C'est une fierté déjà de pouvoir rouler et de pouvoir surtout conduire ce genre de véhicule parce que c'est quand même un patrimoine roulant qui est quand même assez unique. Quand j'ai vu arriver le Serment de Kufra avec tous les jeeps, etc., je me suis dit, bon, allez, c'est un décor particulier, j'ai pas l'habitude. Et au final, c'est juste des passionnés. Et ils transmettent vraiment très très bien leur passion parce que du coup, je me suis mis moi-même à vouloir faire des tours de véhicules alors que vraiment, de base, ça m'intéresse pas du tout. Ils ont vraiment été dans la générosité, dans le partage, l'accompagnement. Et en même temps, je repense à Stéphane qui était là pour nous cadrer. Et chacun avait une personnalité différente, mais tous hyper importants, je trouve, pour tout le groupe en fait. Pour nous, il était important de vous expliquer pourquoi nous étions là et ce que l'on représentait. On n'a forcément pas tout le temps connu des conditions qui étaient très confortables, mais honnêtement, des jeunes comme ça, qui viennent de n'importe où, qui se connaissaient pas, qui créent des amitiés qui sont maintenant qui sont infaillibles, des liens qui vont jamais se rompre, en tout cas je l'espère. C'est fou. Ce projet, il n'aurait pas été le même sans la participation de tout le monde et même sans certains personnages. Hélène Patton, comment ne pas faire ce documentaire sans parler d'Hélène Patton? Quand tu candidates, au début on ne savait pas, mais quand tu apprends que la petite fille du général Patton, donc un général qui a aidé à la libération de la France après le débarquement, quand tu apprends qu'elle va participer tout du long du projet avec nous, au début c'est impressionnant. Tu passes de l'admiration à Hélène, c'est une amie maintenant. Et non, il faut en parler de ce personnage qui nous a accompagnés. I'm Helen Eyre Patton, mostly known for being the granddaughter of General George S. Patton Jr. I'm also the granddaughter of Willard Ames Holbrook, who was also a general in the United States Army, and he also fought here at the Battle of the Bulge in Bastogne. But I've been proud to help represent the new efforts to restore and recognize the Liberty Road or La Voie de la Liberté. And I've been very excited to be a part of the emergence of a new generation of the ambassadors of the Flame of Liberty. It's been great to get to know this next generation of youth who I feel completely confident can take on the task of extending the legacy. Est-ce que vous, c'est une rencontre, vous vous rappelez la première fois qu'on l'a vue à l'Arc de Triomphe? Oh bah oui, elle avait la classe. Elle avait la classe. Oh mon Dieu, bonjour et bienvenue. Elle a clairement marqué le projet. À chaque fois aux cérémonies, elle prenait la parole, mais elle disait jamais la même chose. Je trouve qu'on a été rapidement proche d'elle. Et elle proche de nous. Hélène, c'est quelqu'un qui s'engage énormément. Elle est très proche de l'histoire de son grand-père. C'est aussi une sorte d'exemple pour nous, pour nous montrer à quel point c'est important de transmettre la mémoire, que ça a vraiment de la valeur. Et Hélène, c'est quand même un personnage assez exceptionnel. Elle a vraiment ajouté quelque chose au projet. Je pense que ça aurait été différent si elle n'avait pas été là. En fait, ses discours étaient à la fois très émouvant et à la fois drôle. Elle apportait une énergie à ses discours. C'était assez exceptionnel, mais c'était un personnage et c'est ça. Ça a fait aussi la beauté du parcours et même je pense que les gens qui sont venus nous voir retiendront le passage d'Hélène Patton. C'est une figure phare quand même du voyage emblématique. You bring a new meaning. You bring a new meaning to We Will Not Forget. That's the part that I'm most excited about because you have created a new way of remembering. Each one has a rootedness in a legacy that is true and real, having to do with the conflict. So you remember the stories of your grandparents and you're carrying them forward. C'est bien encadré que nous sommes allés de cérémonie en cérémonie et de discours en discours. Effectivement, chaque moment de commémoration dans une ville a été l'occasion pour l'un d'entre nous de prendre la parole et d'exprimer le sens de son engagement dans sa vie et au cours de cette opération. Du coup, Lou, tu parles tout à l'heure. Tu te sens comment?
trop hâte. Et tu parles où du coup? Je parle à Sainte-Mère-l'Église et en plus lieu symbolique parce que c'est là où le parachutiste s'est accroché au sommet du clocher. Et que je suis contente de dire mon cœur. Je suis excité, j'ai hâte d'y être. Et voilà, ça va être beau, ça va être un beau discours, ça va être une belle cérémonie. Notre gratitude fraternelle est et sera éternelle. Je vous remercie. Alice, tu te sens comment là? Ça va être le discours. C'est le discours, ça... j'ai le stress là, j'ai le stress. C'est important, mais tu vas y arriver. Tu crois en moi de toute façon? Moi je crois en toi. Parfait ma grande. Je vais y arriver alors. Avoir la chance de pouvoir faire un discours donc devant des dizaines de personnes, c'était assez fort. Parce que les 80 ans du débarquement et ainsi la libération de la France, ce n'est pas seulement le 6 juin 2024 qu'il faut les commémorer. Un peu de pression, pour être honnête. De se dire, bon, j'ai 1 minute 30, 2 minutes pour finalement montrer que les jeunes sont là aussi. Moi, il y a un moment qui était extrêmement fort pour moi, c'est la lecture de Roxane sur son arrière-grand-père. Son arrière-grand-père a participé à la Seconde Guerre mondiale, il a débarqué sur les côtes, il a débarqué à Varaville. Quand on a fait la cérémonie à Varaville, il y a eu le discours de Roxane, de raconter l'histoire de sa famille, ça humanise beaucoup, c'est évident. Permettez-moi de vous raconter une histoire, l'histoire de mon arrière-grand-père. Georges Carême, né le 7 octobre 1921, décide avec son frère René de fuir le STO pendant l'occupation. Après avoir traversé les Pyrénées à pied, ils sont capturés puis échangés contre un sac de blé par les autorités religieuses espagnoles. Depuis la ville de Malaga, ils embarquent pour le Maroc. À Casablanca, Georges s'engage et devient aide-conducteur du char Velay numéro 21, premier peloton, 2e escadron dans le 12e RCA de la 2e DB. Avec l'armée du général Leclerc, il quitte l'Afrique pour l'Angleterre en mai 1944. Georges avait 23 ans lorsqu'il a posé les pieds sur cette plage de Varreville. Aujourd'hui, c'est au même âge, en qualité d'arrière-petite-fille, et avec beaucoup d'émotion, que moi et les 33 autres ambassadeurs venons rendre hommage à Georges et à tous les autres soldats qui ont débarqué sur ces plages durant l'année 44. Alors que les éclats de nouvelles guerres retentissent aujourd'hui dans plusieurs parties du monde, les récits de ces vies passées prennent une valeur d'exemple. En tant qu'ambassadeurs, nous voulons être des témoins du passé pour une paix future. Nous voulons nous souvenir et dire merci. Merci aux Américains, aux Canadiens et à toutes les autres nationalités d'être venus combattre si loin de chez eux. Merci aux Anglais d'avoir hébergé tant d'hommes sans patrie. Enfin, merci à tous les hommes du général Leclerc de Haute-Cloque de nous avoir permis de redevenir un pays libre et une terre française. Notre gratitude à leur égard dépasse sans doute les mots et les remerciements paraissent pâles devant le récit de leurs actions. Acceptons tout de même de rendre cet honneur en leur mémoire et puissons-nous, dans votre sillage, porter haut la flamme de la liberté. Intéressez-vous, apprenez et soyez curieux. Là, si nous, on ne le fait pas après, d'autres générations vont passer et puis après, ce sera vraiment tombé dans l'oubli. Être engagé, il n'y a pas besoin de partir à Portsmouth ou à Washington. En fait, c'est juste d'être engagé, c'est ok, avoir conscience de ce qui s'est passé et montrer aux gens quand il y a des discussions, quand tu peux remettre ça un peu sur la table, de dire ok, il faut pas oublier, ou quand il y a des trucs un peu qui te choquent, qu'on dit sur l'histoire et que si toi tu t'es renseigné. L'engagement, il est au quotidien. Il est dans tes discussions, dans les valeurs que tu portes au quotidien. Je pense qu'aujourd'hui, on a ouvert un livre qu'il ne faut pas refermer, lancer des projets, pourquoi pas dans les écoles, dans nos écoles respectives de nos villages, les emmener dans notre livre pour qu'ils continuent de l'écrire avec nous jusqu'au bout. Quand on voit dans un petit village ces gens qui versent la larme en nous écoutant et que vous partagez ce moment-là avec eux, ben je vois que ça est rentré dans vos cœurs, vous avez pénétré leur cœur et ça c'est gravé à tout jamais dans vos vies. Vous ne l'oublierez jamais. Je suis Scott Desjardins, je suis le directeur ou le responsable du cimetière américain qui se trouve
à Colville-sur-Mer, que ce que les gens connaissent, le cimetière de Normandie. On est ici pour garder la mémoire de quasiment 12 000 soldats. Cette histoire d'amener la flamme de la nation à Normandie et de continuer à l'Angleterre et Arlington, c'était une histoire très forte, quoi. Il n'y avait pas de meilleur choix à la France qu'amener la flamme ici à Normandie. C'est encore un autre bon symbole de l'alliance entre la France et les États-Unis. On avait la flamme sur l'autel. Dans le futur, on n'aura plus de vétérans, mais c'est pas les vétérans qui est vraiment la colle pour les cérémonies, c'est quoi ce qu'ils ont fait, mais c'est pourquoi ce qu'ils l'ont fait, pour qui ce qu'ils l'ont fait. 100 ans d'ici, il faut qu'on continue à savoir pourquoi ce que le cimetière est ici. Après 6 jours de voyage mémoriel sur la voie de la liberté en France, le temps est venu pour nous de porter cette flamme au-delà de nos frontières. Mais comment faire l'impasse sur les rencontres historiques que nous avons faites? Nous, les 34 ambassadeurs, accompagnés du serment de Koufra et du comité, avons eu le privilège de partager un moment unique avec des vétérans. Ce sont des regards, des mots, des échanges qui resteront gravés à jamais. Et c'est à Cherbourg, dernière ville du parcours français de la flamme, que nous avons rencontré Paul Leterrier, dernier survivant des fusillés marins de la bataille de Bir Hakeim. Quand on rencontre un vétéran, généralement, il ne raconte pas son histoire. Il la garde pour lui-même. Il ne la raconte pas à sa famille. Et un jour, au bout de 80 ans, il commence à parler. Et c'est là qu'on essaye on commence à comprendre aussi. Et c'est là où c'est dur. Les vétérans nous expliquent des choses qu'on ne peut pas imaginer. Au départ, j'avais voulu m'engager au début de la guerre. Je n'avais que 16-17 ans. Mon père m'a dit pas question, il n'y avait pas question. Par contre, quand je lui en ai parlé plus tard, au début de l'occupation allemande, il était tout à fait d'accord pour que je me réfugie en territoire libre pour m'engager à la France libre. J'étais pas sûr de survivre, mais je voulais essayer de libérer mon pays pour m'engager dans la marine marchande. J'étais à Marseille, à bord des navires qui ne bougeaient pas, et j'ai eu droit à des vacances. Il n'était pas question que je remonte en zone occupée. Alors, avec un copain, on est allé dans les Pyrénées en vacances, et on est allé à Lourdes. Alors j'en ai profité pour demander à la Sainte Vierge qu'elle m'aide à rejoindre la France libre. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais elle l'a fait. Oui. Elle l'a fait. Ça m'émeut. J'étais à peine de retour de Lourdes que j'ai été débarqué du navire sur lequel j'étais pour embarquer sur un navire qui partait sur Beyrouth. Vous savez, quand on est venu, peut-être que vous allez vous souvenir, on a chanté la Marseillaise avec vous. Oui, mais oui. Je vais vous montrer la vidéo. Ouais. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci, monsieur. C'est extraordinaire de rencontrer cette personne-là qui est une mémoire et qui vous a touché. Vous voyez, cette Marseillaise qu'on a chantée avec lui, on est compte cet homme qui a 102 ans ne pouvait pas s'attendre à la fin de sa vie de vivre un moment aussi important. Si on veut avoir une terre solide et qui persiste, qui perdure, ben, il faut en arriver à cela. Aimons-nous les uns les autres et aidons-nous les uns les autres. C'est des paroles d'un ancien qu'on ne verra peut-être plus dans quelques années et on se rend compte de l'importance des mots et du message qu'il veut faire passer. Et on se rend compte un peu de la chance qu'on a et aussi surtout du coup de l'importance après de transmettre leur message aux futures générations pour que leur mémoire ne s'éteigne jamais.
Avec ce documentaire, je sais que mon regard il est forcément biaisé. J'ai été ambassadrice, j'ai vécu l'expérience. Ce qui est compliqué, c'est de prendre du recul et de faire en sorte que tous les gens qui n'ont jamais entendu parler du projet le comprennent aussi. Moi, ce que je veux qu'il ressorte, c'est qu'on se rende compte qu'en mettant bout à bout des idées, des initiatives et les envies de chacun, on parle de 34 ambassadeurs, du comité, du serment de Koufra, on est arrivé à faire passer un message. On voulait porter des valeurs de paix, de liberté, aller dire merci et reconnaître aussi ce qui s'est passé en 1944. Et en toute humilité, parce qu'on le fait aussi dans un contexte qui est très particulier. On sait qu'il y a la guerre dans de nombreux pays, qu'il y a des génocides en ce moment. Donc ce qu'on a fait, ça ne change pas la face du monde, mais symboliquement, ça a une portée. Quand on va rencontrer les ambassadeurs et tous ceux qui ont participé à cette aventure, tout le monde retient quelque chose de cette aventure mémorielle. Mais il y a un moment qui marque, c'est Portsmouth, l'arrivée au Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que la flamme de la nation française arrive dans ce pays, arrive chez les Anglais. Au mois de mai 2024, c'est la première fois au monde que notre flamme, à nous les Français, est allée jusqu'au Royaume-Uni. Et ça, en y repensant, c'est fou. Et je comprends pourquoi tout le monde l'a cité. Il y a eu vraiment deux équipes un petit peu. La plupart des ambassadeurs ont pris le ferry pour aller jusqu'en Angleterre. Et on a été 2 ambassadeurs à avoir l'occasion de prendre un voilier historique, à savoir la goélette, avec 24 marins de la Marine nationale, dans lequel nous sommes allés jusqu'en Angleterre. Loïs, je te confie la flamme de la nation pendant 24 heures. Conserve-la le plus précieusement possible, s'il te plaît. Comme la prunelle de tes yeux. Merci. Pour résumer, Léa et Loïs sont donc partis à bord du voilier de la Marine nationale, la goélette l'Étoile, pour une traversée de la Manche inédite et une mission unique, arriver avec la flamme de la nation à Portsmouth, au Royaume-Uni. De l'autre côté, c'est à bord du Galicia, ferry de la compagnie Brittany Ferry, que nous, les 32 ambassadeurs restants, le comité et le serment de Koufra, nous avons embarqué pour une traversée historique et une mission commune, continuer de veiller sur les 2 lanternes de secours où brûle la flamme de la nation. On part où? Ce que j'ai aimé sur le bateau, c'est qu'on s'est retrouvés tous. Chacun s'est libéré, chacun parlait de ce qu'il venait de vivre. On avait vécu déjà toute la descente de la Voie de la Liberté jusqu'à Cherbourg. Quand on s'est tous retrouvés sur ce bateau, il y a eu encore quelque chose de très fort. Certains savaient qu'ils ne partaient pas aux États-Unis. Ça aurait pu créer une petite séparation. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, tout le monde est resté groupé, malgré toutes ces différences qu'il pouvait y avoir. Tout le monde était un bloc. On est arrivé avec le ferry à Portsmouth. Le maire avait dit à ses citoyens de se mettre sur le bord du port pour nous saluer quand on arrive. On n'a pas vu tout le monde, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Et de se dire que tous ces gens-là, ils nous attendaient nous, là je me suis dit, ok, là ça nous dépasse. Et puis de se dire qu'on va jusqu'aux États-Unis, ça veut dire que ça ne nous concerne pas que nous. On s'attendait pas à être aussi bien accueillis, autant pris au sérieux. Ça t'a fait quoi de savoir que tu as fait partie du coup, avec Loïs, l'autre ambassadeur, et bien sûr tous ces marins, d'être la première française à arriver avec la flamme de la nation française à bord de la goélette l'Étoile? Au début, je me rendais pas trop compte. On est parti quand même de nuit, on a dormi sur le bateau, on est reparti le lendemain matin. Et pendant toute la traversée, on réalise pas parce qu'on est un peu au milieu de nulle part. Et on sait pas qu'au bout ils nous attendent. Mais arrivé en Angleterre, quand on est arrivé dans le port et qu'on a vu tous les navires et puis tout le public, ça a été vraiment impressionnant et c'est là que j'ai commencé à réaliser que c'était unique. Et on voyait des gens dans les fenêtres de leur maison. Ils nous faisaient coucou et tout. Sur leur toit, il y en avait quelques-uns sur les toits. Et on était tous là à faire coucou, on changeait de côté de bateau pour faire coucou à tout le monde, on courait sur les trucs. Ça, je pense que c'est ce que j'ai préféré.
On emmenait la flamme de la nation française dans un autre pays et je pense que les Anglais étaient pleinement conscients de ce que ça voulait dire. Une flamme nationale qui arrive dans un autre pays. Ils étaient très touchés que vous, les jeunes, leur disiez merci. Ils étaient pleinement conscients, c'était le symbole de la France. Mais quand on dit la France, c'est un pays, et un pays qui dit merci à travers vous, les jeunes. En arrivant à Portsmouth, on s'est tous mis sur l'héliport. Il y a Stéphane, il nous a raconté une histoire d'une certaine manière, etc. Et en fait, ça nous a rempli d'émotions. Et toi et moi, on a pleuré en arrivant parce qu'en fait, on s'est dit, on a tellement galéré, il y a eu des problèmes de financement. En France, ça n'a pas toujours été facile, etc. Et bah, on l'a fait, quoi. J'ai compris qu'il fallait aussi, c'était aussi le moment de faire passer un message. Il faut avoir cette force morale. Il faut, vous l'avez allumé, cette force morale qui est en vous. Vous ne pouvez plus vous permettre de faire tomber les bras et d'abandonner. On ne peut pas abandonner quand on est une jeunesse comme vous qui a vécu ce moment-là. Was it more important here? I think purely because of the proximity from England to France. And indeed, whilst America and the Arlington Cemetery is incredibly important, this was the place where it all started. This was the place that they said goodbye to their loved ones and waved from the shores, and many of them didn't come back. So this was, for many of them, was the last time they were on British shores. Remembrance it's there to not only thank the individuals that did it, but reflect of how different would our worlds be today did they not do what they did back in the 6th of June in 1944? Would we be speaking a different language? We really do need to recognise that they sacrificed a lot so we could live today. The fact that the flame came across 80 years after, I think we should continue maybe every 5 years we come across to you, you come across to us, and have a service to maintain that remembrance and to educate future generations when the veterans who were there just won't be on the planet anymore due to natural wastage. Il y a eu Southwick House, le quartier général d'Eisenhower. On était attendus. Ils nous ont fait l'honneur aussi de nous recevoir dans la belle salle où a été prise la décision du débarquement. Well, my name is Colonel Jeremy Green and I am in with you in the map room at Southwark House, where the Royal Navy and its allies planned the naval operation for the liberation of France and Europe, and where General Eisenhower first postponed the landings and then decided that the landing should go ahead. Well, firstly, it was a terrific honour to have the flame of freedom here, and it's so important for England and France, entente cordiale. But more importantly, that new generation of ambassadors from France who impressed me with their knowledge and their respect. And I think it exemplifies a new spirit in France, which is encouraging. And we live in a world that's very dangerous now, and one wonders, but I have grandchildren and children myself, and I want to hand them a better world, and I think we can do that through remembrance. What you want to say to people who will watch this documentary? Keep the memory true. Don't let it fade. Remember what was done and try and make a better world. Le 16 mai 2024 symbolise un véritable tournant dans ce parcours mémoriel. Depuis 8 jours, nous vivons en groupe, partageant chaque instant, cérémonies, moments de cohésion, rencontres et épreuves. Pourtant, la réalité de ce projet est restée suspendue dans le temps.
Même si nous savions tous que la séparation de notre groupe était inévitable, cette étape de l'aventure a été particulièrement éprouvante à vivre. Ça a été excessivement dur. Il y avait parmi vous des ambassadeurs, ambassadrices qui pleuraient, que c'était extrêmement difficile. Moi, je sais que je me suis mis en retrait. Je ne sais pas comment ça a été vécu, mais moi, ça a été ma façon aussi à moi de me protéger, parce que je me suis dit, sinon, je vais pleurer avec eux, on va tous être mal. Et voilà, et je savais qu'à un moment donné, il fallait faire la coupure. C'est vrai que c'était difficile. Puis ça nous ravivait aussi les moments où il a fallu faire les choix, dire, bah oui, on prend cela, pas cela, etc. Il y avait 34 jeunes, on n'en gardait que 12. Il fallait partir, donc vraiment ça a été très difficile. J'étais à la fois triste, c'est évident, parce qu'il a fallu faire un choix. La vie, c'est des choix. Si on veut réaliser des choses, il y a des choix faciles à faire, puis il y a des choix plus difficiles, c'en était un. Mais il a fallu le faire parce que tout simplement on n'avait pas assez de finances pour pouvoir amener tout le monde. En fait, on quitte une grosse partie du groupe pour être encore plus privilégié en fait, parce qu'on a la chance d'aller jusqu'aux États-Unis. Et ouais, en termes d'émotion, c'était très très fort. Moi j'étais triste, ça faisait 10 jours qu'on était ensemble je crois. On était tous là à se prendre dans les bras et on sentait qu'on vivait une cohésion de groupe à fond. Et là d'un coup, c'est dur de se dire qu'après 10 jours de vie commune, le groupe il se séparait comme ça. Et même si on était préparé à ça, c'était frustrant de pas se dire ok, la flamme là on la laisse là, mais en fait elle va continuer d'avancer mais sans nous. Et la flamme on la reverrait pas quoi. Et ça c'était dur. Forcément c'était triste, il y avait plein d'émotions, mais moi je l'ai pas vécu nécessairement négativement, donc je suis pas allée aux États-Unis, mais j'étais vraiment contente que d'autres en fait continuent l'expérience jusqu'au bout. C'est plutôt qu'il y avait une frustration au départ de se dire on a quand même un groupe soudé et on doit le scinder en deux, mais en même temps je suis carrément d'accord avec toi, on était contents pour eux et on était là, ils vont nous représenter quoi, ils vont représenter la France, ils nous représentent aussi, ils représentent toute notre génération. Forcément ça a été un crève-cœur parce que au-delà du fait de pouvoir emmener la flamme, le groupe se casse en deux, mais en fait il y avait une part de nous qui s'est dit en fait on est juste très heureux parce que la flamme elle va arriver au bout et c'est l'objectif, et puis maintenant en fait on ne fait plus qu'un avec tout le monde, et si eux y vont c'est comme si nous on y était allés, donc c'était le message important qu'il fallait passer, donc il est passé, ça c'est important. Pourquoi avoir fait ce choix du Queen Mary? Alors, tout d'abord parce qu'il y a des raisons historiques. Le Queen Mary a été fabriqué en France. Il est aujourd'hui dirigé par une compagnie anglaise et il a emmené des soldats américains jusqu'en Angleterre pour la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, il y avait cet élément historique, et puis cette flamme, il fallait qu'elle soit transportée, et pour des raisons sécuritaires, elle ne pouvait pas prendre l'avion. Donc il fallait trouver un navire, ça a été celui-ci, et dans lequel en plus, avec la compagnie anglaise gestionnaire, on a construit une croisière historique et pleinement incarnée. Quand tu arrives sur le Queen Mary, c'est hyper impressionnant parce que déjà on passe la porte, il y a des tapisseries partout, il y a de l'or et tout, c'est magnifique et tout ça. Et sur le coup, tu te dis, là je suis en train de vivre un truc de zinzin parce que le Queen Mary, on le prend pas tous les 4 matins. Et voilà, la flamme est arrivée à bord du Queen Mary 2. La journée, on se relayait, on faisait 1 heure chacun pour surveiller la flamme, mais même la nuit, en fait, ça s'arrêtait pas. On devait toujours surveiller qu'elle s'éteigne pas. Et donc, on était par binôme dans le hall, en fait, du bateau. Donc, oui, parfois, il était 3 heures du matin, on avait un peu envie de dormir, on devait se lever, mettre l'uniforme, etc. Et un peu lutter contre la fatigue, parce que c'est vrai qu'on dormait pas énormément non plus. Mais ça valait le coup, et puis on était à 2, on savait pourquoi on faisait ça. Ça nous permettait aussi d'interagir avec les gens parce que tous les autres personnes qui étaient sur le bateau s'intéressaient en fait au projet, et c'était aussi important pour nous de leur expliquer. La plupart des gens à qui on a parlé étaient soit américains, canadiens ou allemands. Donc en fait, encore une fois, ça transmettait un message de liberté entre pays, et ça c'était très fort. Quelle heure il est, Raphaël ? 4. C'est pas la flamme des yeux, tu vois. Nous sommes quand même sur un bateau. Transporter une flamme n'est pas anodin. C'était une règle de sécurité
qu'il y ait une veille permanente. C'est un livre d'or, comme on peut dire, tu vois. Du coup, les gens écrivent leurs ressentis, tu vois. Et là, bam, le petit mot du commandant, du capitaine. Exactement, Andrew. Exactement. On a réussi à garder les pieds sur terre parce qu'on a quand même profité, je veux dire, on mangeait dans un très bon resto, on est allé au casino, on est allé au spa, etc. Enfin, on a profité, mais aussi c'était pas de se dire, donc maintenant on kiffe, on est sur une croisière, donc on s'occupe plus de tout l'aspect mémoriel, flamme, etc. Non, c'était pas du tout ça le but. Et en vrai, on a passé quand même énormément de temps à être avec la flamme, même quand on n'était pas en garde d'ailleurs. Tous les soirs, pour pouvoir rentrer au restaurant et manger, il fallait qu'on soit en costume. Donc on n'a pas l'habitude d'être en costume tous les soirs. Ouais, mais c'était quand même plaisant en vrai. Oui, au final, ouais. On s'est prêté au jeu, c'était bien. Waouh, 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 waouh. Oh là là. Les mocassins. Oh là là. Les gars ici sont beaux. Chacun s'est engagé avec des motivations plus ou moins différentes. Néanmoins, on se retrouve après 20 jours d'aventure avec des liens d'amitié qui se sont créés. 24 heures sur 24, on gardait la flamme. On a appris des choses sur nous-mêmes, sur l'histoire. Et puis, tu te retrouves parmi les 12 sélectionnés à aller jusqu'aux États-Unis pour amener cette flamme à l'arrivée de New York. L'ambiance, elle est devenue palpable. Il y avait une certaine pression. Qui peut s'imaginer, en fait, dans sa tête, à 4 heures du matin, t'arrives à bord d'un bateau qui est prestigieux, avec le symbole de la France qui brûle sur cette lanterne, avec Manhattan qui est devant toi, le lever du soleil, la statue de la Liberté qui est à ta gauche. C'est trop d'éléments pour avoir ne serait-ce que l'idée de s'imaginer ça. Et pourtant, on l'a vécu, on l'a fait, et la flamme de la nation française est arrivée aux États-Unis. En fait, je crois que je réalisais pas qu'on allait jusqu'en Amérique avec la flamme, et le fait de partir en bateau, c'était long, enfin c'était 7 jours, donc on est arrivé au fur et à mesure face à la ville et c'était hyper émouvant. En plus, on tenait les drapeaux américains et français. C'était un accomplissement total, puisqu'en fait, c'était l'objectif, c'était de dire on passe devant la Statue de la Liberté, qui est un cadeau français, ne l'oublions pas, aux États-Unis, pour leur liberté également. C'était aussi un moment très très fort. J'ai eu du mal sur le moment à verbaliser, à dire ce que l'on ressentait, parce que c'était vraiment immense. Immense d'émotions. C'est parti, on se dirige sur le pont pour la cérémonie d'arrivée à New York. C'est qu'une fois dans une vie. À New York, on a fait une cérémonie avec le drapeau, notre drapeau, le drapeau français et le drapeau américain, et donc il y a eu une petite cérémonie. On a chanté l'hymne américain et l'hymne français, et je me souviens que j'arrivais pas à retenir mes larmes, et il y avait Catherine juste devant moi qui me disait Alice, calme-toi, ne pleure pas maintenant et tout. Et en fait le truc c'est que voilà, Hervé, quand on est arrivé à New York et qu'il était devant nous avec vraiment, il y avait au moins 500 personnes, et qu'il s'est mis à pleurer, et là on s'est dit, il nous a jamais montré ses émotions depuis le début, et là ils font en larmes parce que même pour lui c'est un aboutissement, et là franchement c'était quand même hyper émouvant. Alors Cyprien, ça fait quoi alors? C'est magnifique. C'est magnifique. Coralie, alors? On en prend plein les yeux, hein. C'est vraiment super joli.
Pour une première, je pense que l'arrivée est clairement incroyable. Et la cérémonie? La cérémonie, fallait tenir bon parce que c'était quand même plein d'émotions et c'était très dur de pas se retourner pour regarder la statue qui était juste derrière nous. Plein d'émotions, plein de belles choses. Dire d'arriver à New York sur le Queen Mary 2, jamais je pense j'aurais pu imaginer ça un jour. Il y a eu le lever de soleil sur Manhattan. Je l'ai, mais tout le monde devant, c'est dommage. Ouais, tout le monde regardait droit devant. Moi, j'étais comme ça tout le temps à regarder sur les côtés en disant mais comment ils font pour rester tout droit? Moi, je veux tout regarder, c'est trop beau. Quand on a chanté les hymnes, c'était vraiment trop canon. Enfin, je veux dire, il s'est vraiment passé quelque chose de fort, je trouve. Et puis même, c'est un sentiment d'accomplissement. On y est arrivé. C'est ce que disaient Hervé et Christian hier soir. C'est que quand ils ont parlé du projet, tout le monde disait non mais en fait vous allez pas y arriver quoi. En fait si, on y est arrivé. Tous ensemble, et il n'y a pas que nous les 12, on est 34, c'est important de le dire je pense. Et puis arriver à New York devant la Statue de la Liberté en faisant la flamme de la liberté, franchement, qu'est-ce que tu veux plus comme symbole? Rien qu'en repensant justement à ça, je me dis que c'est tellement improbable à notre âge de faire tout ça. Mais c'est ce qui rend les choses encore plus impressionnantes en fait. Si on pensait pouvoir présenter la flamme de la nation aux autorités américaines dans les mêmes conditions que cette fabuleuse arrivée, c'était sans compter sur quelques imprévus. On débarque du Queen Mary, on descend, tout se passe bien, on passe tous au contrôle de douane et là on était en avance et là on attend l'ambassadeur de France aux États-Unis pour une cérémonie d'accueil aux États-Unis avec la flamme. Il y avait tout un endroit préparé pour la cérémonie. Il s'est mis à y avoir une tempête. Vraiment, il s'est mis à pleuvoir, du vent, mais j'ai jamais vu ça. Hein. On a réussi à faire une photo sous la pluie et après il s'est mis à avoir du vent de folie. La tonnelle s'est envolée, on a tout fait vraiment pour protéger les flammes parce que les flammes étaient vraiment en danger. Finalement, plus de peur que de mal. Et c'est dans cette ambiance, trempée, mais toujours déterminée, que nous sommes partis pour l'ultime étape de ce parcours mémoriel à Washington, D.C. Tout s'est enchaîné très vite. On arrive le 23 mai à New York, le lendemain, le 24, on est à Washington, D.C. Et là, en fait, on sent que c'est la fin. Je m'en rappellerai toujours, on est dans le bus, direction donc le cimetière américain d'Arlington. On est avec la flamme et on sait que c'est nos derniers moments. On parle à peine dans le bus, cette aventure qu'on vit depuis plusieurs jours, elle arrive à son terme. On a tous les ambassadeurs en tête parce qu'on les oublie pas, même si on n'est que 12. Et tout s'enchaîne, tout s'accélère. La dernière cérémonie. On est où en fait? Eh bien on est à Washington, là. On n'est pas très loin du cimetière pour la cérémonie. Ça va être fabuleux, ça va être un grand moment. On a vu des hélicoptères passer. Je pense que là on se dit que c'est la fin, là c'est la fin du projet. On est tous émus là par le moment. L'aboutissement du projet. C'est vrai, ça. Oui. C'est vraiment dommage qu'on vive ça qu'à 12 et pas à 30. Ouais, c'est sûr. On rentre en fait dans ce cimetière et là c'est des hectares. Mais quand je dis des hectares, c'est on rentre avec le bus et passe devant nous mais des milliers de tombes de soldats qui sont morts dans différents conflits. Et tu vois ça passer comme ça devant tes yeux, le bus continue d'avancer et tu vois ces tombes. C'est près de 400 000 tombes là-bas de soldats. Tu te prends une claque. Tu comprends que tout ce qu'on a fait, il y a un sens. Cette flamme qu'on a depuis le 8 mai, qu'on a pris sous l'Arc de Triomphe, qu'on a menée un peu partout en France, au Royaume-Uni et qui est là, dans la capitale des États-Unis, dans ce lieu même d'Arlington, il y a un réel symbole et je pense que c'est la plus grande claque en fait qu'on s'est prise. C'est le lieu par excellence du devoir de mémoire américain. Tous les héros de la nation américaine sont enterrés à Arlington. Certains politiques, certains présidents comme Kennedy. C'est un vrai lieu de mémoire. Et puis,
Il y a ce soldat inconnu que vous avez vu, mais qui est un peu différent de notre soldat inconnu. Il y a d'ailleurs 3 soldats inconnus, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et Guerre de Corée, qui sont des guerres phares pour les Américains. Et c'est un lieu de respect, un lieu très calme où les gens viennent se recueillir et pensent à la nation américaine. Ça a été une fierté et un honneur d'accueillir ces ambassadeurs, de montrer nos remerciements envers la partie américaine. J'ai ressenti ces 2 sentiments lorsque la flamme est arrivée. Il faut savoir que c'est un honneur qui nous a été fait de placer un objet et une flamme auprès de soldats inconnus. Il n'y a aucun objet jamais qui n'est placé auprès de lui. Ça faisait un peu bizarre au début. En fait, c'est de se dire qu'on l'a prise sous l'Arc de Triomphe, on l'emmène sur un autre continent. Elle aura rencontré tellement de monde, de gens d'importance ou pas. Toutes ces mémoires, elles sont avec cette flamme-là. Tout ce qu'on a vécu, bah, ça reste là-bas. Et au moins, ça ne s'éteindra pas, tu vois. Le but, l'aboutissement du projet, c'est fini ce jour-là. Ça a fait un vide un peu, je pense. Et on s'en est pas rendu compte tout de suite. Le temps qu'on se dise « Ah oui, c'est fini, on n'a plus la flamme à surveiller ou à transporter, etc. » C'était un peu émouvant quand même. De se dire qu'on a été au bout de notre projet avec la flamme, qu'on a transporté partout. On a traversé quand même l'océan avec. Enfin, c'est quand même... c'est une flamme, quoi. Ça dure pas généralement. Donc on a réussi notre projet, quoi. On l'a accompli. On a accompli notre mission de devoir et de mémoire. Et au final, on rentre dans le bus, on n'a plus rien. Plus de flamme. On n'a plus rien à fallait faire. Tout le temps s'occuper de la flamme, fallait tout le temps faire attention qu'elle ne s'éteigne pas. Changer les bougies aussi. Pendant 7 jours, on s'est levé la nuit pour la surveiller. Oui, donc, c'est ça. ouais, non, ça c'est partie de notre vie en fait. Ouais. Et là, on du jour plus rien. D'un coup, ouais. Ça fait bizarre parce que du coup, t'as presque l'impression de... D'oublier quelqu'un. Bah, t'es là, mais... Bon, on rentre. Ouais, c'est ça. Vous l'avez veillé, on l'a veillé puisqu'on a fait aussi partie des personnes qui surveillaient la flamme jour et nuit. Et franchement, de la laisser, moi, ça m'a fait quelque chose. Je l'ai regardée avant de partir et je me suis dit, bon, bah, ma petite, maintenant, tu restes là toute seule. Et voilà, on te quitte, mais on a accompli ce qu'on voulait vraiment accomplir avec tous nos jeunes. À l'heure où j'enregistre, cela fait bientôt 6 mois que nous travaillons sur le montage de ce documentaire avec Clément. Une chose est certaine, malgré les mois qui s'écoulent, la flamme que nous avons transportée est maintenant un héritage que nous portons tous en nous. Si cette aventure avait une fin programmée, pour nous et pour vous qui nous regardez, ce n'est que le début de nouvelles pages à écrire. L'engagement est partout. Il prend toutes les couleurs que l'on souhaite et la forme qu'on espère. Il est sans condition. Aussi fou qu'il ait pu paraître, ce projet s'est réalisé. Pour dire merci à nos alliés, reconnaître le sacrifice ultime des soldats qui avaient nos âges il y a 80 ans, mais surtout pour ne jamais oublier, les oublier. Pour transmettre leurs histoires qui ont façonné ce que nous sommes tous aujourd'hui. Cette histoire doit nourrir tous nos espoirs, nous rappeler que rien n'est jamais acquis et que, peu importe l'idée, l'obstacle ou la conviction que l'on place dans un projet, il faut se souvenir d'une chose. Ne vous dites pas que c'est impossible. On est rentré donc un lundi et dès le mardi matin, j'étais en cours avec mes élèves. Je leur ai raconté, j'ai vu dans leurs yeux, je pense, l'émotion qu'on avait tous vécue. J'étais très très fière de vous, comme peut l'être peut-être une maman avec ses enfants. Merci de ces moments qu'on a vécus ensemble. Tu prends la voiture, tu rentres chez toi, tu poses ta valise et tu te mets dans ton lit, t'es tout seul. Déjà, ça fait 20 jours que t'as jamais été tout seul. J'ai eu du mal à me dire que c'était une expérience que j'avais vraiment vécue
Je suis arrivée dans ma chambre, j'ai rangé mes affaires, puis j'étais en mode bon. Moi j'ai mis une semaine à défaire ma valise, elle était là béante au milieu de ma chambre. Et en fait j'avais pas envie, je pense aussi de la vider parce que si je la vidais c'était un peu tourner la page. C'est vraiment que du bonheur d'avoir intégré ça, quoi. C'est passé 20 jours comme ça, même avec tous les ambassadeurs, vraiment c'était vraiment exceptionnel. Vous étiez bienveillants, vous aviez beaucoup de force entre vous. Depuis, je sais que vous avez construit une famille. Voir que l'histoire, c'est pas que des livres ou c'est pas que des documentaires qu'on voit à la télé, ce sont de vraies personnes qui peuvent témoigner d'une histoire individuelle dans la grande histoire. C'est vraiment quelque chose qui a changé ma perspective. Même si la flamme physiquement est éteinte, on doit toujours raviver ce devoir de mémoire. C'est un peu une consécration de beaucoup d'années d'engagement dans nos casernes, dans nos vies. On fait l'effort d'aller dire merci physiquement avec un objet, avec un symbole fort de notre nation. La flamme de la nation représente l'ensemble des citoyens de France. Le fait de la garder allumée, le fait de la faire escorter par des jeunes qui ont le même âge que les soldats qui ont débarqué le 6 juin 1944, tout ça c'est des symboles mis bout à bout qui font que ça fait un beau projet. Je suis heureuse de vous voir tous, de vous retrouver à chaque cérémonie. Vous formez un groupe d'amis et c'est formidable. Aujourd'hui, je pense pas que je réalise le projet qu'on a fait. Merci, vraiment. De nous avoir donné l'opportunité de pouvoir vivre ça, de pouvoir faire passer un message à tout le monde et aussi justement aux jeunes en leur disant on continue ce devoir de mémoire. Le fait de vivre en fait une aventure où on dort dans des gymnases, on mange des rations militaires, on voyage tout simplement, on rencontre des gens, ça nous enrichit, ça nous fait grandir, c'est exceptionnel. Vous avez des valeurs, gardez-les, conservez-les et emmenez-les le plus loin possible. Et surtout, ne baissez jamais les bras. Jamais. Ça sera à vous de continuer, d'aller voir les plus jeunes générations, tous ceux qui ont 5 ans, 10 ans. Ce sera eux, les prochains, à qui il faudra passer le message et passer le flambeau. Et vous saurez le faire. Les caméras sont prêtes. Oui, elles sont prêtes, ça tourne. Ok, les caméras m'ont parlé. L'oreillette, c'est parti. Donc quand putain, mais... Je suis restée concentrée parce que tu la vois ou pas? Non. Ah, purée. Du coup, on comprend pas. Elle a des tocs. Mais voilà, mais je te connais aussi. T'es là. On vient de départements différents. Désolée. Là, c'est bon. Est-ce qu'on voit ma tête là? Ah mais c'est... non, c'est toi. C'est toi qui as vécu ce truc. Non, arrête. Moi je peux pas le faire. Non, moi je vais pas le faire. Il fait très bien. Non. L'original c'était ouf, s'il te plaît. Non, c'est toi qui l'as vécu. Ah voilà, t'assumes plus. Non, t'assumes plus. Non mais... Allez, on va pas le faire. Hein. Mais tous coucou à la caméra. Celle-là, elle est gentille. C'est ça. Non, attends. Oui, ouais, qu'est-ce qu'on merci quand même. Ouais. Et bon, t'es coupé là. Coupé. Vas-y la flamme. C'est moi Roxane. C'est moi Roxane. C'est moi. C'est là Roxane et Roxane. Non, moi c'est Roxane. Et on allait donc à Portsmouth, comme dirait Christian. Non mais c'est l'accent en fait qui est... Je profite de la visite et en même temps j'écoute si jamais il y a un truc qui est intéressant. Je cours les filmer, mais je les écoute toujours. C'est bien. À la guet. Tel un chasseur. Allez et pour BF, allez Thank you. Love you guys. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de nous raconter une nouvelle fois cette histoire? Parce que vous me l'avez demandé. C'est vrai, mais... Parce que moi, ça me fait plaisir de refaire, comme d'habitude.